Par commodité, cette vidéo est coupée en 7 parties. Voici la 4e. Bonne écoute à vous. Troisième sous-partie. Réflexion sur les gens et la justice. Pourquoi le terme gens ? Il s'agit d'une masse d'individus, sans distinction particulière. C'est un terme englobant toute une population. Dans le cadre de l'éducation, il y a deux éléments à penser. Une réflexion sur les âges et une réflexion sur la justice, que nous pouvons d'abord penser comme égalité de traitement. Généralement, on pense l'éducation pour les jeunes. C'est au XVIIIe siècle que le concept d'adolescent émerge. L'adolescent est celui qui n'est plus un enfant, mais n'a pas encore la maturité d'un adulte. Auparavant, il y avait une éducation primaire et l'enfant, dès 10-12 ans, travaillait ou était responsable de lui-même. À ses débuts, l'adolescence avait une image raffinée. C'était le jeune de famille aisée qui était entouré et n'avait pas besoin de travailler. Il s'autorisait ainsi des écarts de comportement. C'est ce que l'on appelle la crise d'adolescence. L'école publique est créée afin de penser une certaine universalité dans le développement des individus. L'adolescent n'est plus le riche ou l'aristocrate. L'adolescence demande une éducation supplémentaire et la responsabilité des adultes. Il s'agit également de remarquer les différences entre les catégories de la population. L'éducation et l'adolescence dévoilent des problématiques de justice sociale. Au XVIIIe siècle, les deux principales injustices visées sont les différences entre les femmes et les hommes et les différences entre les riches et les pauvres. Nous pouvons évoquer Olympe de Gouges, femme de lettres, femme politique, figure du féminisme, née en 1748, mort en 1793. Elle fut guillotinée pour s'être opposée aux pratiques de Marat et de Robespierre. Elle fut accusée de ne pas être révolutionnaire et de ne pas vouloir de la République. En 1791, elle a écrit « La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne ». Je vous en lis un extrait. Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Préambule. Les mères, les filles, les sœurs, représentants de la nation, demandent à être constituées en Assemblée nationale. Considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de la femme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaltérables et sacrés de la femme, afin que cette déclaration constamment présente à tous les membres du corps social leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir des femmes et ceux du pouvoir des hommes, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyennes, fondées de la Constitution, des bonnes mœurs et au bonheur de tous. En conséquence, le sexe supérieur en beauté comme en courage dans les souffrances maternelles reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'être suprême, les droits suivants de la femme et de la citoyenne. Article 1. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de la femme et de l'homme. Ces droits sont la liberté, la prospérité, la sûreté et surtout la résistance à l'oppression. Article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, qui n'est que la réunion de la femme et de l'homme. Nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Article 4. La liberté et la justice consistent à rendre tout ce qui appartient à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de la femme n'a de borne que la tyrannie perpétuelle que l'homme lui oppose. Ces bornes doivent être réformées par les lois de la nature et de la raison. Article 5. Les lois de la nature et de la raison défendent toute action nuisible à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par ces lois sages et divines ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elles n'ordonnent pas. Article 6. La loi doit être l'expression de la volonté générale. Toutes les citoyennes et citoyens doivent concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous. Toutes les citoyennes et citoyens étant égaux à ses yeux doivent être également admissibles à toute dignité, place et emploi public, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. L'auteur demande la participation des femmes à la vie politique. Les femmes sont ici définies par leur rôle familial et social. La femme est mère, fille ou sœur. La nation est une famille. Comme les femmes sont ignorées, oubliées ou méprisées, les malheurs publics y trouvent leur cause. C'est aussi la cause de la corruption des gouvernements.
L'autrice, féminin de hauteur, utilisé depuis le XVe siècle, défend sa déclaration comme des droits naturels, comme ceux des hommes parus en 1789. La Déclaration des droits de la femme est à l'intention de tous les membres du corps social, donc à tout le monde, à tous les citoyens, et pour toutes les femmes qui veulent s'impliquer dans la défense des droits des femmes. Cela ne pourrait participer qu'à plus de bonheur dans la société. La femme est considérée belle, non en elle-même, mais en tant qu'elle peut donner la vie. Ainsi, la revendication de droits repose sur une assurance de continuité de la société. La femme est impliquée dans ce fait. Ici, Olympe de Gouges argumente en faisant un lien entre les individus et la nature. Tout le monde naît libre et égal à l'autre en droit. Le texte se construit en parallèle de la version masculine de la Déclaration des droits de l'homme. S'il y a des différences de traitement entre les individus, cela ne peut exister que sur l'utilité que cela pourrait avoir dans la société. L'autrice pense également l'idée de lutte contre l'oppression. D'abord l'oppression politique, puis l'oppression de l'homme sur la femme. Le texte d'Olympe de Gouges n'a aucun poids légal. Il s'agit d'un texte militant. L'idée est qu'il n'y a rien qui justifie l'absence de la femme dans la construction de la nation. Ici, les questions de justice se situent au niveau de l'accès d'une partie de la population aux mêmes droits que les autres. Les femmes avaient une éducation différenciée de celle des hommes, qui avait pour effet une invisibilisation politique. La question de justice sociale se retrouve au niveau économique. Les individus ne peuvent pas s'éduquer de la même manière parce qu'il n'y a pas les mêmes besoins, ou ces besoins ne peuvent pas être assouvis sans renoncement. Généralement, les pauvres renoncent à l'éducation pour répondre à des besoins plus immédiats. C'est moins vrai maintenant, mais à l'époque, la pauvreté était majoritairement à la campagne. Cela donnait une opposition du rural et du citadin. Je vous lis un extrait de Nos ouvriers agricoles d'Auguste Gault. Grossier le rural ? Allons donc. Qui est-ce qui connaît à Paris cet homme peu pénétrable ? Il faut être lui-même, il faut être de chez lui pour le déchiffrer et le comprendre. Or, tenez pour acquis qu'au village, malgré l'ignorance, il existe des natures parfaitement distinguées, fines, supérieures, et que par contre, ce que l'on appelle la société compte des gens abominables, certains types de bestialité et de purs imbéciles. L'auteur s'élève contre les élus, contre les riches et contre les citadins qui dévalorisent les habitants des campagnes. Il y a une ignorance des personnes à l'égard de la ruralité. Il y a une césure entre deux catégories de la population. Quand on côtoie des personnes issues de la ruralité, on comprend que ce sont des personnes qui peuvent avoir de l'esprit. Lorsque l'auteur dénonce la société, il dénonce les intellectuels et les citadins qui considèrent les campagnards comme des rustres. Ces gens de la société seraient abominables ou des imbéciles. Des personnes qui inspireraient, au sens strict du mot, l'horreur. Auguste Gault s'opposera aux propos de Voltaire, figure des Lumières, né en 1694 et mort en 1778. Voltaire, dont il faut prendre la mesure de l'ironie, ce qu'Auguste Gault prendra et pensera comme un leurre. Voltaire écrit dans une correspondance du 17 avril 1765 « Le peuple est semblable à des bœufs, à qui il faut un joug, un aiguillon et une botte de foin. Il est inutile de lui donner l'instruction, il en est indigne. » Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que sans éducation, il ne peut y avoir de développement de la personnalité et il ne peut pas y avoir d'expressivité de soi. Derrière les volontés d'accès à l'éducation et derrière la volonté d'être à égalité avec les puissants, il y a l'idée que les individus puissent s'exprimer. Il faut exprimer les désirs, les sensibilités et les personnalités. Mais de quoi ce désir d'expression est-il l'expression ? Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.